Si vous êtes là, c'est sûrement que vous rêvez de changer le monde, à moins que vous ayez juste envie d'ouvrir vos émotions à quelques histoires. Artistes du code, devons-nous mettre notre créativité au placard ? Un docu-fiction extraordinaire sur nos vies d'artistes vous attend. Préparez-vous à une grande aventure. Voici l'histoire de Nicolas, qui s'en va. Dans sa vie professionnelle, il tient le rôle de lead tech, voire même d'architecte. Sa mission, elle consiste principalement à résoudre des problèmes techniques, mais pas que. Il accompagne aussi les équipes dans la réalisation d'applications web. Et c'est souvent dans le cadre de sa veille qu'il aime s'alimenter par bon nombre de conférences ou d'articles qui peuvent à la fois l'inspirer ou au contraire l'effrayer. Un beau jour, il assiste à une conférence qui traite du rôle de développeur dans la réalisation d'applications. Le sujet se déroule, il est embarqué dans l'histoire. Quand soudain, une phrase l'interpelle. Quand même, on n'est pas des pisseurs de code. Il faut laisser s'exprimer notre créativité. Et devant ses yeux apparaissent alors des lignes de code qu'il avait déjà vues dans le passé. Des lignes de code bien créatives, en effet. Et à cet instant, c'est clairement la peur qui a frappé son esprit. Un peu comme maintenant, là. Tu fais quoi, là, en fait ? Tu veux me faire passer pour un dev aigri ? Non, mais je me suis dit que ça serait un petit peu plus original et personnalisé comme intro que le traditionnel bienvenue à cette conférence. Ouais, enfin, bienvenue quand même. Et puis, du coup, si t'es créatif, je vais essayer de mettre mon grain de sel, moi aussi. J'en ai aussi des histoires à ton sujet. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de Céline. Dans sa vie professionnelle, elle est UX/UI designer. Épanouie dans l'exercice de sa créativité, elle conçoit au fil des jours de nombreuses IHM pour différentes applications web. Au contact des personnes du métier ou des utilisateurs, elle s'imprègne du contexte. Recueil du besoin, d'impression, des données aussi. Elle va animer des ateliers pour construire une solution. Pourtant, certains jours, la joie s'efface. Ce fut le cas lors d'un de ces ateliers. Alors qu'elle cherche à définir les besoins utilisateurs avec les responsables de métier, le directeur débarque et annonce « Je sais, on va afficher des graphes sur le tableau de bord ». Elle pose alors la question. Très bien, mais vous voulez afficher quoi comme information pour vos utilisateurs ? La réponse fut à la fois courte et assez désarçonnante. Aucune idée ? Soyez force de proposition. Vous avez carte blanche. Après tout, les designers, c'est là pour nous faire rêver. Ce jour-là, la colère s'est un petit peu invitée à la machine à café. Alors avec le recul que nous avons pu prendre sur ces situations, nos ressentis ont évolué. Mais ils ne sont pas forcément améliorés. Pour la petite histoire, les deux situations qu'on vient de vous raconter sont des faits réels, sur une même pause café. Et c'est grâce ou à cause, on vous laissera juge, de ça qu'on a construit ce sujet. Du coup, de mon côté, la colère, elle s'est muée petit à petit en tristesse parce que j'aimerais que mon rôle ne soit pas juste cantonné à faire du beau. J'aimerais que mes interlocuteurs ils prennent en considération toutes les dimensions qu'implique ce travail. Et pour moi, même si la créativité dans le code a fait consensus autour du dégoût, ça reste quand même quelque chose qui est positif, une idée positive. Alors toutefois, il semblerait que dans le code, elle ne soit pas vraiment la bienvenue. Donc, à l'évidence, nous avons des frustrations communes. Alors, certes, elles se présentent dans des contextes très différents, mettant en scène des archétypes qui sont carrément opposés. Mais pourtant, dans ces situations, la créativité, elle ne semble pas positionnée au niveau où elle devrait l'être. Dans le cas de Céline, on va lui donner une importance trop importante ou trop grande, ignorant des éléments plus tangibles qui devraient conduire à la construction de la solution. Et dans le cas de Nicolas, on lui donne une place qui paraît inadaptée, surtout si on se concentre sur la résolution de problèmes techniques. Et pourtant, tous les deux, on est persuadés que les profils créatifs, ce sont de vrais apports pour les projets et pour les équipes. Et donc, on a choisi de regarder un petit peu plus précisément ce qui se cache derrière ce mot créativité, de regarder ce qui est attendu de nous, selon nos archétypes, nos clichés, et de laisser les émotions, laisser la réflexion s'embarquer. Alors, est-ce que vous embarquez avec nous ? Oui. Alors, au début, on a commencé de manière très scolaire sur cette question-là de qu'est-ce qu'était la créativité. On a commencé à chercher une définition.
Et on a eu une première grande surprise. Si vous allez sur Wikipédia et que vous cherchez créativité, la définition, elle est tellement longue qu'on n'ose même pas vous la mettre en slide. Et elle ne nous a pas vraiment éclairé. Du coup, on a continué nos recherches, on a été un peu plus loin. Et ça a été vraiment le début de un petit peu l'aventure de nos réflexions et de ce qu'on va essayer de vous restituer ici. Et il y en a une qui a retenu notre attention. Celle qui a retenu l'attention, c'est celle de Jeff de Graaf. Jeff de Graaf, c'est un chercheur qui est aussi professeur maintenant, qui a accompagné beaucoup d'équipes dans les stratégies d'innovation et les méthodes de créativité. Il a écrit des conférences, des bouquins, si jamais vous voulez en savoir plus. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va présenter 5 types de créativité. La première, donc, qui est dans cette définition, c'est la créativité dite mimétique. C'est en gros la reproduction d'une forme ou d'un processus appliqué dans un nouveau contexte. C'est l'exemple ici de l'avion de Léonard de Vinci et surtout de l'aile qui est inspirée fortement de l'aile de la chauve-souris. La seconde, ça va être la créativité de type analogique. Là, on va transférer des informations dans une autre réalité pour faire émerger de nouvelles interprétations. L'exemple, c'est le cas du cyclone, alors presque la même image que ce matin à la keynote. C'est l'image du cyclone qui est le processus qui a été repris dans les aspirateurs Dyson, enfin qui a inspiré fortement les aspirateurs Dyson. Ensuite, on va retrouver la dissociative. Donc, la dissociative, c'est l'association de 2 éléments, que ce soit des expériences ou des objets. Elle va suivre la dynamique des 3 F. Donc, le premier F, c'est le fait d'avoir plein d'idées, mais qui sont un peu floues, pas vraiment abouties, qui sont un peu brutes de décoffrage, mais d'en avoir un grand nombre. Ensuite, on va avoir la flexibilité, c'est le fait d'avoir une bonne idée, mais qui ne va pas arriver au bon moment ou dans le bon contexte. Et puis la troisième, c'est le flux, donc c'est le fait d'accepter que la créativité, ce n'est pas quelque chose sur demande, ça ne se commande pas. Et ça, il faut l'accepter. Ensuite, on va avoir la créativité narrative, donc là, je pense que ça, vous la connaissez un petit peu. C'est la capacité à inventer ou à raconter des histoires. Il y a 3 types d'histoires qui peuvent exister. On va trouver les histoires d'origine, donc beaucoup de romans sont basés sur des faits qui ont déjà existé. On va retrouver les histoires de valeurs. Donc, par exemple, dans les contes pour enfants, on a souvent des valeurs qui cherchent à être véhiculées. Et puis, on va avoir les histoires de vision. Donc là où on a envie d'emmener les gens. Et donc là, toujours comme la keynote d'ouverture, on est en plein dans les élections présidentielles américaines. Et là, on voit bien 2 visions qui essayent de convaincre. Et la dernière, la créativité dite intuitive, donc c'est un petit peu le Graal des créativités. C'est la plus difficile à atteindre, elle demande du lâcher-prise et elle va être guidée essentiellement par les émotions et la sensibilité et la perception qu'on va avoir des éléments. C'est l'exemple qu'on a mis là, c'est donc la tentative de film, alors là c'est mon exercice de prononciation, d'Alejandro Jodorowsky, qui a tenté d'adapter l'œuvre Dune, mais le film n'a jamais sorti. Et en revanche, il a probablement inspiré beaucoup de choses dans les œuvres de science-fiction, et entre autres peut-être même les films qu'on a vus dernièrement au cinéma. Mais du coup, on peut se poser la question en design, enfin dans les 2 familles, mais du coup je te pose la question, en design, qu'est-ce qui peut être attendu comme créativité ? Alors, côté design, finalement, celle à laquelle on fait référence quand on parle de créativité, c'est l'intuitive. Donc, c'est le côté original, avoir une idée que personne n'a eue avant et être le fameux force de proposition. Mais en réalité, finalement, quand on s'y penche un petit peu sur les expériences vécues, celle qui va d'abord arriver, c'est la mimétique, parce que forcément, un designer, quand il commence à travailler, il se fixe sur ce qui existe déjà. Il y a beaucoup de choses à reproduire, parce que les utilisateurs n'ont pas forcément envie d'avoir une idée originale. Puis bon, je crois que... Non. Et puis, on a quand même besoin d'apprendre à utiliser nos outils et tout. Et là-dessus, on a un petit retour d'expérience quand même. Nico, t'en as pensé quoi quand t'as essayé Figma ? C'est pas si facile, parce que les outils, ça s'apprend. Voilà. Donc, les designers le font bien, mais parce qu'il y a eu un petit temps d'adaptation avant. Et puis, la deuxième créativité quand même qu'on va retrouver dans notre métier, c'est la narrative, parce que quand on est designer, on doit réfléchir à des parcours, à une histoire dans une application, qu'est-ce que ça va véhiculer pour les utilisateurs. Et on doit aussi l'adapter et la raconter à toutes nos équipes. Donc forcément, ça rentre un petit peu aussi en ligne de compte dans ce domaine-là. Alors côté dev, c'est un petit peu l'inverse. Parce que nos métiers, ils sont plutôt réputés pour être hyper pragmatiques, laissant a priori peu de place aux esprits créatifs. C'est probablement d'ailleurs à ce manque d'espace de liberté que faisait référence
nos amis en parlant de pisseurs de code. Si les créativités d'ordre artistique sont souvent celles auxquelles on pense en premier, on a vu qu'il y avait d'autres types qui pouvaient exister. Et donc c'est peut-être là où, autour de la mimétique, de la dissociative et de l'analogique, on va peut-être retrouver des éléments qui sont intéressants dans le cadre du développement d'applications. Bon, ok, la définition, elle semble à peu près claire. On a réussi à répartir nos rôles. Et si on poursuivait nos réflexions avec un angle de vue un peu différent maintenant? Alors attention, là c'est le moment disclaimer. Vous l'avez peut-être remarqué déjà dans notre façon dont on le présente. On n'est pas des experts en psychologie et donc ce qu'on vous propose, ça va tourner autour de 3 points. Le premier, c'est un point de vue avec des contextes qui sont nos vécus, qui nous ont amenés à certaines réflexions. Donc, vous aurez des petits indicateurs, comme mentionné à l'écran, qui vous indiqueront ça. On va venir enrichir ces réflexions avec des aspects plus venant de l'extérieur pour venir ajouter de l'information au débat et venir peut-être donner des solutions à nos questionnements. Donc ce sera représenté par l'icône information. Et vous l'avez peut-être aussi compris dans la première partie, on va vous faire aussi des retours d'expérience empreints de nos émotions et de nos ressentis qui sont basés à ce qu'on a pu vivre à un instant T. Et peut-être que même là-dessus, nos opinions sur ces situations ont pu évoluer. Et peut-être que si on en parle à la sortie, on va encore faire évoluer notre point de vue. Du coup, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a trouvé un terrain d'entente. Nous sommes créatifs. Ouais, enfin attention, chacun à notre manière quand même. Et pourtant, nos projets, on a pu constater qu'ils nous limitaient souvent dans les apports de la créativité avec bon nombre de contraintes. C'est à peu près à ce moment-là que nos collègues nous ont guidés, parfois malgré eux. Après le fameux atelier dont on parlait tout à l'heure avec Céline, où elle était un petit peu en colère, elle termine ses maquettes, les présente aux équipes qui font à ce moment-là très peu de remarques. Le sprint de développement se déroule et vient le moment de la démonstration. C'est alors qu'elle découvre l'implémentation de ces maquettes. Le constat est un tout petit peu étonnant et surtout plein de différences, de petites différences qui sautent aux yeux. Un certain nombre des contraintes qu'elle avait prises en compte ont été ignorées. Et attention, là, on ne parle pas juste d'un jeu des 7 différences où le designer est le seul à jouer. On sait qu'on peut être pénible sur du pixel perfect. Non, non, là, on était vraiment sur un niveau bien plus haut, avec en représentation la maquette, le développement. Non, et non l'inverse. Il n'y a rien qui allait. Les espaces n'étaient pas respectés, les choses avaient bougé, il n'y avait plus de sens dans la page. Cependant, après ce constat, Céline, elle a voulu un peu creuser, savoir le pourquoi, tout en restant sympathique. Du coup, elle va poser une question. 2 en réalité. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Est-ce que je me suis plantée? Est-ce que c'était pas réalisable? Est-ce que c'était pas réalisable dans les délais? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la réaction de l'équipe, elle l'a un peu prise au dépourvu. Ah non, tes maquettes, elles sont très bien. J'ai juste besoin de laisser parler ma créativité. Restant un peu sans voix sur le moment, cette fois, ce sera la pause déjeuner qui sera empreinte de rancœur. Alors, au-delà des mots à effet cathartique, on ne va pas vous les donner là, ce ne serait pas très correct. C'est finalement une forme de tristesse qui va s'exprimer. Imaginez-vous, votre travail, il est pris à moitié. On le modifie sans en comprendre l'essence. Et finalement, les limites qu'on s'était posées, elles ont été simplement ignorées. Et tout ça sous un mauvais prétexte. Alors ça va, des IHM, tout le monde peut le faire. Oui, alors attends Nico, parce que toi aussi, tu es impliqué dans des relations un peu houleuses avec tes designers. Jamais. Enfin, on va vous laisser juge. Du coup, pendant qu'avec Nicolas, on se pose la question de la place de la créativité dans le code, certains devs se posent beaucoup moins de questions que nous. Ils ont peut-être raison, on ne sait pas. Alors bien sûr, on a ceux qui ont besoin de la laisser s'exprimer dans leur projet, comme on a pu le voir, et on a ceux qui veulent complètement l'écarter de l'équation. Et c'est sorti d'une autre revue de maquettes avec un designer qui n'est pas moi. On ne peut pas dire que ce soit la joie qui rayonnait sur le visage de Nicolas ou des autres membres de l'équipe. Il est marrant, lui.
avec ces trucs jolis qui clignotent. Et il faut comprendre les visuels un peu waouh. Il a vendu du rêve au client et maintenant, il faut qu'on aille lui expliquer que ce n'est pas réalisable techniquement. Vous la sentez venir, la colère? Parce que, évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il a remonté le problème, il a eu droit à une réponse tout aussi désastreuse. Oh, quand même, vous allez y arriver. Uber y arrive bien. Et c'est là que la fameuse phrase est arrivée. C'est vrai que si on avait Uber et l'argent d'Uber, ça serait pas mal. Bon, alors du coup, que ce soit dans l'histoire de Céline ou la mienne, vous l'avez peut-être compris, on a mis l'accent sur la notion de contraintes qui sont prises en compte ou ignorées selon les contextes et les points de vue. Alors avant de revenir rapidement là-dessus, on s'est posé la question, est-ce que finalement la créativité est compatible avec l'ensemble de ces, enfin l'ensemble, oui, avec la multitude plutôt de ces contraintes. Et donc là, on est allé chercher du côté des neurosciences pour avoir des réponses. Et c'est le docteur Samakaraki, pour bien le prononcer, qui nous a un petit peu aiguillés. Donc globalement, comment ça joue la créativité par rapport aux contraintes? Finalement, si on a 0 contrainte, on se rend compte que le cerveau, il n'est pas capable de gérer toutes les informations et toutes les directions qu'il est capable de prendre pour suivre une idée directrice. Et quand on commence à avoir quelques contraintes, finalement, c'est là que les idées vont commencer à émerger. Et puis, si on continue de rajouter des contraintes, ça redécroît en fait. Et donc, on se rend compte que trop de contraintes, ça focalise le cerveau sur quelque chose qui va l'empêcher d'être assez ouvert pour pouvoir aller chercher de nouvelles idées. Donc, le schéma, il n'est pas du tout scientifique, on ne connaît pas la formule mathématique, mais c'est pour vous illustrer un petit peu le concept. Donc, en 2 mots, quand on va apporter du cadre, ça va au départ, permettre à la créativité de s'exprimer, mais si on amène trop de cadres, c'est là où ça va s'écrouler. Du coup, est-ce qu'en design, tu peux nous donner quelques limites? Oui. Alors les contraintes, il y en a quelques-unes. Donc pour la faire synthétique, lesquelles on va prendre? Donc la première, le design, clairement. Ça va nous donner un premier cadre. On va retrouver tout ce qui est identité de marque, charte graphique, éventuellement design system. Aujourd'hui, on en a de plus en plus. On va avoir de l'ergonomie, on a des lois de design, on a des biais cognitifs qui vont être à prendre en compte aussi pour nous aider à construire l'application. Et puis quand même, on va avoir nos utilisateurs, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et donc là, on a besoin de connaître leurs besoins, leurs attentes, leur contexte, et ça va aussi diriger un peu la solution. Ensuite, on a d'autres contraintes qui sont aussi très, très dominantes. Le métier, oui, parce que tout part d'un besoin fonctionnel, donc c'est un petit peu notre déclencheur. Mais le besoin fonctionnel, il est accompagné aujourd'hui d'impératifs budgétaires et d'un délai souvent à tenir. Donc là, ça commence à rajouter quelques contraintes pas forcément faciles à gérer parfois. Et puis on va en avoir d'autres qui vont être là plus liés à votre contexte, donc à votre produit, à votre service ou à votre application. Donc pour donner quelques exemples juridiques, l'accessibilité, la RGPD, ça va apporter des contraintes. Le marketing, le SEO, la communication, comment on parle à nos utilisateurs, ça aussi, ça vient rajouter des contraintes. Et puis, je crois que j'en oublie une petite, toute petite. Une grande famille, on va dire. Oui, dans la famille suivante, ça va être toutes celles qui sont liées à l'aspect technique. Alors, c'est un peu mon dada, donc je vais vous en donner quelques-unes. On va essayer aussi d'être assez synthétique et probablement, vous en connaissez déjà bon nombre. La première famille qu'on va trouver, c'est tout ce qui va tourner autour des éléments liés à la stack technique. Globalement, techniquement, on peut tout faire. Pas toujours dans les coûts et dans les délais souhaités, mais voilà. Mais par contre, du coup, si vous prenez ces contraintes de coût-délai, peut-être qu'il va falloir faire attention à votre stack technique. Au-delà de ça, vous pouvez avoir toutes les problématiques liées à la qualité de code, à la façon dont vous allez pouvoir le maintenir, dont vous allez avoir besoin de modularité, pour pouvoir maîtriser les impacts en cas d'évolution. Et puis vous avez l'exemple aussi de la cible technique. Je vais prendre l'exemple de l'iPhone. Si vous avez une fonctionnalité qui est sur votre iPhone et que vous dites à vos équipes « j'aimerais bien avoir la même sur l'appli qu'on est en train de développer ». Ouais, mais en fait, on est en train de développer une appli Android. Donc peut-être que la fonctionnalité, elle n'est juste pas possible. Ou du moins très coûteuse. La deuxième famille de contraintes, c'est celle qu'on va retrouver à l'intérieur d'un SI. On part de l'hypothèse d'un SI un peu important, distribué dans des sociétés un peu grandes. On peut avoir des problématiques liées au réseau,
qui peuvent autoriser ou pas tel ou tel fonctionnement, telle ou telle technologie même. On peut avoir des problématiques d'architecture. Si pour afficher un écran, vous avez besoin de faire 300 appels à des API internes, peut-être que d'avoir un écran qui s'affiche en 20-25 secondes, vos utilisateurs et vos designers ne vont pas être tout à fait d'accord. Donc ce sont des contraintes techniques, mais qui vont avoir des impacts importants. Et puis le dernier, ça va être tout ce qui va être lié à vos enjeux. Est-ce que vous êtes sur des applis qui vont être disponibles 24 heures sur 24 ou pas? Ça peut être des horaires de bureau aussi. Est-ce que vous avez des problématiques de performance? Parce qu'on ne va pas développer la même chose quand on est pour 200 personnes ou 20 000 en simultané. Et puis la dernière, ça va être lié à tout ce qui est criticité. Est-ce que si votre appli tombe, vos utilisateurs, ils vont pouvoir s'en passer? Est-ce qu'ils peuvent reprendre un papier-crayon et continuer de faire leur travail? Bref, ça c'est un ensemble d'éléments. Et on en a peut-être oublié, on ne sait jamais. Mais en final, la pire des situations qui va pouvoir se produire, c'est lorsqu'une contrainte, elle arrive pas au bon moment, et souvent à la fin, et que le cadre ne change pas. Ouais, finalement, en fait, notre application, on va la déployer en 3 langues. En 3 langues, rien que ça. Il y en a qui Donc font 40. ici, c'est vrai. Mais ici, en fait, ce n'est pas la contrainte en elle-même qui pose problème, c'est le fait que le développement est déjà en cours, que les équipes sont déjà au travail et la conception est quand même déjà bien avancée, et qu'on n'a pas du tout prévu ça, en fait, dans la roadmap. Et donc là, qu'est-ce que ça implique 3 langues? Des traductions, parce qu'on n'est pas traducteurs, nous. Et Google Maps, surtout pas Google Maps, mais Google Traduction ne suffira peut-être pas. Les enjeux design, est-ce que ces langues, c'est toujours écrit de gauche à droite comme celle qu'on a déjà peut-être? Mais si c'est de droite à gauche, ça revoit un petit peu l'interface aussi. Peut-être que la fonte, on ne l'a pas non plus. Et puis j'imagine qu'il y a des angles techniques aussi à prendre en compte. Et si les messages d'erreur ils viennent du côté technique, ça veut dire qu'il va falloir repenser toutes nos erreurs pour qu'elles puissent passer en multilangue. Voilà, toute petite contrainte. Alors du coup, on l'a vu, les contraintes qu'on peut appliquer, elles peuvent être nombreuses. Et si nos métiers aussi, que ce soit designer, front-end, back-end, ils se spécialisent, c'est aussi parce qu'on a besoin de s'appuyer de plus en plus sur des compétences spécifiques pour venir les traiter. Mais peut-être qu'il ne faut pas les traiter tout en même temps, parce que sinon on va avoir l'impact sur la créativité qui va s'effondrer. Ouais, clairement, elle va partir au placard. Donc, sachez prendre les contraintes essentielles pour déclencher votre réflexion sur la solution et prendre les autres au moment opportun. Ça ne marche plus. Mais du coup, avec ce qu'on vient de dire, ça veut dire que les profils créatifs, c'est des profils qui sont recherchés dans nos métiers? Je crois qu'il faut que je te rafraîchisse un peu la mémoire. Ouais, puis je suis pas tout seul. Alors nous, en design, nous demander un portfolio pour présenter les méthodes créatives, c'est une habitude. Mais de son côté, Nicolas, lui, n'était pas prêt. Donc, comme beaucoup d'entre nous, les réseaux vont nous pousser des offres d'emploi pas forcément toujours adaptées à notre profil. Et quelquefois, sans pleinement s'y intéresser, parce qu'il est toujours dans sa boîte depuis 13 ans, il va les lire quand même. Et puis cette conférence a peut-être un peu biaisé aussi la chose. Et cette fois-ci, dans la section des compétences souhaitées, des compétences supplémentaires appréciées, il va en découvrir une qui va le laisser un petit peu sans voix. Vous avez un profil créatif? Ce poste est fait pour vous. Donc là, il se dit étonné que l'algorithme s'est simplement planté et qu'il a reçu une offre de design. Non, ingénieur DevOps. Et là, c'est l'étonnement, pas tellement la peur, mais l'étonnement oui. qui a frappé son esprit. Donc au-delà du fait qu'être créatif, ça pouvait clairement être un plus pour le profil, la vraie question qui s'est posée derrière, c'était comment on l'évalue en fait? Parce que pendant le recrutement ou même lors d'un entretien de carrière, comment on évalue cette compétence? Alors du coup, c'est une question qui est venue un petit peu à côté de toute l'histoire qu'on vous raconte, mais on a quand même, ça nous a quand même un petit peu intéressé ou du moins posé question. Et on a du coup fait quelques recherches. Et parmi les stratégies d'évaluation qu'on a pu rencontrer, il y en a une qu'on va vous partager. Alors attention, là c'est un test psychologique. Donc comme tout test psychologique, il a ses limites. Et je le rappelle, il les a encore plus compte tenu que nous, on n'est pas du tout du métier et qu'on a peut-être des biais par rapport à cette présentation. Mais voyons rapidement ce qu'on peut en retenir.
Donc ce test en question, c'est le test de Torrance. C'est un test qui est individuel, il comporte 40 questions. Et à la fin, en fait, il va déterminer parmi 3 profils quel est votre niveau, donc 1 sur 5, quel est votre niveau dans chacun de ces profils. On peut être créatif dans un seul de ces profils ou alors on peut être multi-profil créatif. Si ça vous intéresse, on vous laissera le tester. Le test en lui-même, c'est pas ce qui nous a, c'est pas ce dans quoi on s'est attardé, c'est plus le résultat, parce que nous on l'a fait plus par curiosité. Et on a eu un résultat qui était similaire malgré nos archétypes qui sont complètement opposés. On était des novateurs imaginatifs. Et du coup, on a fait, mais attends, moi, si je suis designer, donc imaginatif, ok. Toi, tu es développeur, novateur, ok. Mais du coup, l'autre partie, pour chacun d'entre nous, elle est où? Et c'est là qu'on a vu qu'en fait, ce qui ne s'exprimait pas dans le travail, ça pouvait s'exprimer dans le côté perso, dans nos activités extra-professionnelles. Et quelquefois, si on va un peu plus loin que l'évaluation de la compétence, on se rend compte que ce n'est pas forcément justement la compétence qui est évaluée, mais le résultat qui est produit. C'est l'exemple un petit peu des portfolios. Pensant trouver refuge auprès de ses pairs, c'est donc avec joie que Céline aborde ce nouvel échange sur un sujet tout à fait différent. Elle est conviée par une collègue pour apporter un regard sur des réalisations qui sont plus proches du monde de la direction artistique. Elle se prépare du coup en prenant en compte le contexte, en prenant connaissance, du contexte. Parce que oui, même dans ce type de tâche, il y a un contexte, il reste des contraintes. Alors du coup, lorsque face à ses pairs, certaines réactions se limitent à « c'est pas très beau » ou « pas très créatif » comme proposition, c'est la tristesse qui l'envahit. Comment ces pairs peuvent-ils rester sur la surface émotionnelle de ce qu'ils voient, sans questionner le pourquoi? Et du coup, est-ce que tous nos projets doivent être marqués d'une empreinte créative importante? Au-delà de l'expérience personnelle, et tout en restant dans le thème des logos et des chartes graphiques, on peut prendre un autre exemple, qui est celui de Deezer. Deezer, ils ont revu complètement leur charte graphique il y a 1 an. Et là, on s'est intéressé vraiment au point de vue des utilisateurs finaux plutôt que des collègues. Et ben dans ces cas-là aussi, on se rend compte que les avis, ils ont été très, très divergents, un peu plus négatifs que positifs. On a eu des remarques comme « c'est moche »,« c'est une chauve-souris »,« Batman », ou alors « mais qu'est-ce que tu as téléchargé une application de rencontre sur ton téléphone ?» Donc, bon, Deezer est allé plus loin. Ils ont répondu à toutes les critiques qu'ils ont pu recevoir sur cette charte graphique. Et quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles ils ont fait ce choix de changement et qui a amené à ce logo et à toute la charte qui est derrière quand même, eh ben, ça s'entendait un petit peu plus. Donc le cœur, c'était le côté, cette application, elle est faite pour les gens qui aiment la musique. Les formes organiques, c'était quelque chose pour se rapprocher du fait que la musique, ça se vit, ça bouge. Et puis l'épaisseur, c'était, nous, on n'est pas une marque discrète, on a des concurrents, mais on va se démarquer aussi dans ce milieu. Donc, on a mis quelque chose d'épais. Du coup, là, avec les éléments qu'on vient de vous raconter, on voit un petit peu les difficultés qu'on peut avoir à évaluer la ou les créativités. Quand en plus des notions subjectives comme le beau entrent en matière, il faut donc se reposer sur autre chose. Alors là, dans cette partie-là, on ne prétend pas forcément vous apporter des clés sur ces évaluations. Ce qu'on a constaté, c'est que c'était souvent très superficiel, que ce soit au niveau de l'évaluation de la compétence ou même de ce qui est produit. Et donc du coup, on vous invite à faire attention à ne pas tomber dans ces pièges quand vous êtes dans ces situations-là. Par contre, si la créativité, c'est une compétence, il y a une autre question qui nous est apparue. Comment cultiver la créativité ? Alors, on sait que certains peuvent avoir des dons, des facilités, mais c'est sûrement quelque chose qui va se travailler. Et donc là aussi, ça part d'une petite phrase qu'on a pu entendre, peut-être que même vous l'avez déjà eu en tête. Vous êtes mignon, mais moi, ma créativité, elle part souvent en voyage. Et oui, et pourtant, c'est une compétence, ça reste bien une compétence qui se nourrit et qui se stimule. Et donc, on va vous partager différents outils que nous, on a pu expérimenter pour stimuler notre créativité. Ils vont être présentés dans le cadre d'un projet qui nous a servi de laboratoire d'expérience pour tester à la fois des méthodologies techniques, des méthodologies et de la technique,
Mais on va surtout se concentrer sur ce que ça a pu nous apporter d'un point de vue de la créativité, de l'impact et comment le collectif est rentré dans tout ça. Voici le projet. Donc le projet, il s'appelle Don't Panic. C'est basé sur un jeu qui est plutôt orienté stratégie, qui a été inventé par un de nos collègues et on a choisi de le transformer en application mobile. Vous avez à votre droite une photo qui représente le plateau physique d'origine de ce jeu. L'idée, c'est donc un plateau de jeu, 2 adversaires, 3 champs de bataille. Le but, c'est conquérir les champs de bataille pour gagner des bonus et ou faire perdre des points à l'adversaire. Les manches s'enchaînent, dur à dire, et le dernier qui va conserver des points gagne la partie. Pour ceux qui connaîtraient peut-être le jeu Marvel Snap, ça va ressembler à ces mécaniques du jeu, et si jamais vous ne les connaissez pas, on va s'en sortir. Mais par contre, ce jeu, il n'a pas été transformé en appli mobile sans contexte. Et le contexte, c'est ce qui va nous intéresser. Donc effectivement, donc ce plateau il a été conçu, donc il y avait déjà un premier élément, mais on l'a adapté pour qu'il soit présenté dans un salon professionnel qui était le DevFest de Nantes l'année dernière. Donc c'est un salon professionnel, ça se passe tous les ans en octobre, donc C'était notre première contrainte, l'échéance. Et la deuxième chose dans ce type d'événement, c'est qu'il y a toujours un thème qui diffère chaque année. Et cette année, c'était le cinéma. Notre deuxième contrainte. Alors, en revanche, sur la base de ces 2 éléments, on a pu imaginer en partant de très peu de choses. Une maquette vite fait à base de carton-papier et les deux limites qu'on vous présentait juste avant. Et on a pu être force de proposition. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est simplement pour illustrer les propos et les outils surtout qu'on va vous présenter. Et c'est surtout des outils qu'on utilise aujourd'hui tous les deux de notre côté, chacun dans nos projets avec nos clients, plus ou moins au quotidien. Céline, tu nous partages le premier ? Yep. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le design thinking. Alors, quand on pense à s'émanciper des contraintes, dans le domaine créatif, il y a cette méthode-là qui a déjà fait ses preuves. En tout cas, moi, dans mon expérience, elle a déjà fait ses preuves. Elle va se diviser en plusieurs phases, parmi lesquelles on va soit aller définir quelles sont les contraintes, soit s'en émanciper, soit venir les rajouter. Et donc, appliqué à Don't Panic, donc les 5 phases. Comment ça s'est passé, notamment pour le theming de l'application, parce que ça peut s'adapter à différents aspects du projet. Sur le theming, donc, ça a commencé par de la recherche, plus que de l'empathie sur ce coup-là. De la recherche, donc là, ça a été la réunion autour d'un brainstorming de toute l'équipe. Donc, on n'avait pas grand-chose, du cinéma, une contrainte de temps quand même, mais qu'on a un peu laissé de côté sur ce plan-là. Et c'était vraiment, allez-y, sur le cinéma, qu'est-ce qui vous vient en tête et jusqu'où on peut aller. La partie définition, c'est là que finalement on va prendre en compte toutes les contraintes qu'on a. Donc la mécanique de jeu de base, on l'avait, on n'avait pas envie de la challenger. Le visuel, ça allait venir un peu plus tard, mais du coup le contexte de l'échéance qu'elle est arrivée, ça jouait aussi. Donc on a aussi un petit peu rythmé comment ça allait se passer. Ensuite, on a eu l'idéation. Donc l'idéation, c'est là où on s'enlève toutes les contraintes vraiment et on laisse les choses venir. Donc on a quand même une base de départ qui est définie avant. Et puis là, ça a été des propositions un peu dans tous les sens. Quand vous parlez cinéma, il y a beaucoup de types de films, il y a énormément de pistes à creuser. Donc là, c'était l'occasion vraiment de cadrer tout ça et de le faire dans un temps qui était défini par la méthode. Ensuite, on a eu le prototypage, donc les premiers tests visuels avec les réactions de chacun au fur et à mesure. Et puis, on a quand même eu le test, pas forcément le plus tôt possible, mais on a eu une soirée de test pour étayer ce qu'on avait déjà imaginé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la réalisation du développement ? Oui, parce qu'en fait, là, les écrans que vous voyez à l'écran, c'est des écrans finaux d'une application qui était déjà bien avancée. Et pour ça, en fait, on est parti d'un certain nombre de choses. Je vais vous donner
je vais vous présenter en tout cas un atelier qui nous a aidé à transformer les maquettes dans ce que vous avez pu voir. Alors vous avez peut-être entendu parler des pratiques du monde de Software Crafters. Et l'outil que je vais vous présenter là, il est issu de cette boîte à outils et c'est l'Event Storming. Alors l'Event Storming, c'est un atelier qui a été popularisé par Alberto Brandolini. Donc ça, c'est la couverture de son livre. Et il s'agit d'un atelier qui est généralement utilisé afin d'aider à la définition des processus métiers. Il va permettre, sur la base d'événements, donc c'est les petits carrés orange généralement, les post-it, de définir donc les événements de vos processus. Et ensuite, ils vont être enrichis par des acteurs, des déclencheurs, des systèmes externes, peut-être même des écrans ou des données qui vont permettre d'atteindre ces différents états, ces différents événements. C'est un atelier qui va se faire sur des grands murs. Typiquement, tous les murs de votre salle sont même potentiellement à peine assez grands en fonction du problème qui va vous être posé. Nous, dans notre cas, je vais vous montrer un exemple. Alors ça va, ça se voit plutôt pas mal. Après, le but, c'est pas forcément que vous lisiez chacun des post-it, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'on a, au travers de ces post-it orange, reconstitué les différents événements d'une partie et commencer à se poser des questions d'implémentation. Alors là, ce que vous voyez, juste quand même, c'est qu'il y a 4 branches qui vont partir de la manche initialisée. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a très vite abandonné, parce qu'on est très vite passé sur 2 joueurs. Parce que ça, c'est aussi l'avantage de cet exercice, c'est qu'on va voir loin et pouvoir derrière, en fonction de nos contraintes, prendre ce qu'on a besoin. Donc on reprend une des branches et on va venir l'enrichir. Là, en l'occurrence, je vous montre un enrichissement avec quelques commandes, quelques acteurs et un système externe qui est notre moteur de jeu. Ce qui va être intéressant ici, dans la suite de cet atelier-là, c'est qu'on va pouvoir regrouper nos différents grappes d'éléments dans des sortes de patates qui vont nous permettre de définir des domaines métiers. Et là, on s'approche de la notion de conception orientée domaine ou DDD pour Domain Driven Design. Le résultat de cet atelier-là, qui est très important, qui a été très important pour nous dans la suite de la réalisation, c'est que ça nous a permis d'avoir une vision et surtout un langage commun. On appelle ça aussi l'ubiquitous language. Le principe, c'est qu'on partage tous le même vocabulaire, que ce soit dans des tests, quand on échange entre nous, ou même jusque dans le code, tout en ayant une vision globale du projet et de ses cas d'usage. C'est aussi un exercice qui va nous permettre de mettre à plat les contraintes et opportunités au moment de l'atelier et avec l'intégralité des participants. Et parce que c'est un truc que j'ai oublié, c'est que ce qui est important dans cet atelier, c'est que tout le monde, toutes les parties prenantes soient présentes et puissent contribuer à la constitution de ces événements et de ce qui les enrichit. Et là, notre créativité individuelle, elle a été boostée par le collectif dans toutes ses dimensions. Alors, il faut dire aussi que là, on avait peu de contraintes, mais quand on l'applique dans des projets ou dans des produits où les contraintes viennent un peu s'empiler, ça va nous permettre de montrer à quel endroit est-ce qu'elles sont importantes et où est-ce qu'on peut s'alléger un petit peu l'esprit sur ces différentes limites. Et puis, c'est aussi un tremplin, un atelier que vous connaissez probablement, c'est le User Story Mapping. Le User Story Mapping, le principe, c'est de définir un ensemble de User Stories et de venir les ordonner et les prioriser. Et surtout, de peut-être venir dire qu'est-ce qui va définir votre produit minimum viable, votre MVP. Alors pourquoi je dis que c'est facile de passer de l'event storming à des user stories? Si on fait le zoom sur un des éléments, finalement, le en tant que, on l'a, en tant que joueur 1. On l'a aussi, je peux sélectionner un personnage, et le afin de, on l'a aussi, puisque c'est notre événement. Je peux sélectionner un personnage afin d'améliorer mon joueur. Et pas mon personnage, c'est pas une erreur. C'est un truc du jeu, voilà. Et on pourrait faire ça avec l'intégralité des éléments que vous voyez sur le schéma de gauche. Ça me fait penser à un truc, Nico. Parce que nous aussi, on a une méthode un peu comme ça en design. Alors, un peu différente, mais dans ce principe-là. C'est la méthode Good, Better, Best. Parce que finalement, le premier résultat, la licorne ratée, c'est souvent quand même ce qui arrive, on s'en rend compte.
Mais nous, en design, on aime bien imaginer le cas idéal parfait, ce qui n'est pas forcément non plus super réalisable, on l'a vu, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont nous empêcher d'y arriver. Sinon, ça marcherait du premier coup. Donc en fait, cette méthode-là, elle permet de définir la maquette, l'interface, quand on est dans le web, qui va être le minimum acceptable pour nos utilisateurs et pour être fonctionnellement viable. Et puis nous, on va quand même essayer un peu d'améliorer tout ça. Donc on va imaginer notre méthode BESS pour pas nous brider. Et puis le but après, ça va être de tendre vers quelque chose entre les deux et de venir améliorer notre produit. Donc on a le cas idéal, on a notre point de départ qui n'est pas super affriolant, et puis on va essayer d'avancer comme ça. Ça va nous permettre de gérer le timing et de laisser les contraintes qu'on ne peut pas écarter dès le départ, et puis d'avoir un produit qui va évoluer pour se perfectionner. Et du coup, dans notre aventure là, qu'on vous raconte autour de Don't Panic, on a eu l'occasion de rencontrer un 6e type de créativité. C'est lié à des outils qui sont en plein essor en ce moment, que vous avez sûrement déjà utilisés. C'est tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle. Alors c'est une force de frappe assez incroyable, vous l'avez peut-être déjà testé, mais il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas intrinsèquement créatives. Oui, vous allez pouvoir lutter contre le syndrome de la page blanche, il y a assez peu de doute, mais vous allez aussi, vous allez du coup pouvoir produire rapidement des choses que vous pourriez peut-être ne pas faire vous-même, ou en tout cas pas aussi rapidement. Et dans le projet de Don't Panic, cette fois-ci pour la scénographie, ça a été une vraie force de frappe, ça faut l'avouer. Parce que pas de graphiste dans l'équipe, mais par contre une volonté de créer des affiches de films qui soient plutôt orientées sur les compétences finalement qu'on avait dans l'entreprise à ce moment-là. On en avait 6 qu'on s'était mis en tête, et pour chacune, en fait, on voulait adapter, créer complètement un visuel, comme on pourrait l'avoir sur une affiche de film, pour mettre en valeur cette compétence. Qui dit pas de graphiste dit proposition un petit peu faible quand même. Mais c'était la sortie des IA génératives, donc l'occasion aussi de tester cet outil-là dont tout le monde parlait et vraiment de se faire une opinion là-dessus. Alors la petite préférence, ça a été pour Midjourney, sur le rendu graphique. On l'a testé, je pense qu'il a fallu 1 semaine pour maîtriser le prompt et avoir quelque chose qui soit vraiment qualitatif. Il a fallu 1 semaine aussi pour corriger un petit peu tous les trucs de troisième jambe, d'œil qui n'est pas trop dans le visage, enfin, toutes les aberrations de l'IA, que l'IA peut sortir aussi. Mais finalement, en 3 semaines, on a quand même eu un résultat qui était plutôt bluffant. Et on a réussi à avoir nos 6 affiches qui sont toujours dans les locaux. Donc un outil qu'il faut savoir manipuler, mais quand même qui a évité de passer 10 ans de graphisme derrière. Alors comme on vous l'a dit, c'est un outil qui est clairement à apprivoiser. Il faut lui parler gentiment. Sinon, il ne fait pas vraiment ce qu'on lui demande. Et nous, on ne parlera même pas ici de toutes les problématiques. Alors, il y en a plein autour de l'IA, que ce soit des problématiques environnementales, comme on a pu vous présenter ce matin, enfin, on a pu nous présenter ce matin, ou même des problématiques de droit d'auteur. Ça fait couler énormément d'encre aujourd'hui sur Internet, entre autres. Je ne sais pas si on peut parler d'encre du coup, mais voilà. Et donc, du coup, ça, on ne parle pas de cet aspect-là ici, mais il faut quand même en avoir conscience. Par contre, si vous avez besoin d'un coup de pouce, c'est vrai que ça peut peut-être vous aider à avoir des nouvelles idées et à commencer quelque chose. Donc, il existe plein d'outils, on vous en a présenté quelques-uns, il y en a plein. Et la seule chose qu'il va falloir retenir, c'est qu'il faut avoir des outils qui soient adaptés à vos besoins. Et quand on dit adaptés à vos besoins, c'est aussi, vous faites partie des personnes qui vont les utiliser, donc il faut que vous soyez à l'aise avec. Si jamais ça n'arrive pas, peut-être que ça peut marcher dans un contexte et pas dans un autre, en fait, il y a tellement d'outils qu'autant pas s'embêter à s'acharner et puis le changer, le remplacer. Et pour ça, première chose, entretenez vos outils, donc expérimentez-les, parce que quand vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, ça peut demander un petit peu de temps. N'hésitez pas à le remplacer, c'est ce qu'on disait. Un outil qui ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de s'acharner. Et puis, nous, ce que nous a appris Don't Panic, c'est
on en acquiert beaucoup des outils quand finalement on ouvre un petit peu les horizons avec des personnes de métiers différents, voire de cultures différentes. Donc, ouvrez-vous. Je spoil. Donc voilà, en quelques mots, ce que nous a apporté ce projet Don't Panic, et c'est juste à titre d'exemple, c'est que ça a été un incubateur technique, même si ici on n'en parle pas, ou très peu, mais ça a aussi été un vrai laboratoire méthodologique pour apporter des ateliers, les tester et les faire connaître aussi à des collègues. Et puis ça a été un contexte créatif qui a été relativement enrichissant pour, à la fois pour le collectif et de façon individuelle. En revanche, les différentes situations que nous avons rencontrées, elles mettent en avant une posture qu'on a pu tenir pour pouvoir nourrir cette créativité. C'est l'ouverture. Alors il se trouve qu'en plus c'est une des 5 valeurs de l'agilité, donc on est plutôt pas mal ici. Parce que... Vas-y. On n'est pas dans la bonne salle. Non. Mais c'est pas grave. Et oui, du coup, pour rebondir, parce qu'en effet, donc, c'est bien l'ouverture aux différents métiers de nos utilisateurs qui va nous permettre de concevoir des produits qui soient en phase et cohérents avec leur contexte et leurs besoins. C'est aussi l'ouverture aux contraintes, à toutes les contraintes techniques qu'on a pu vous évoquer, qui va aider à produire une solution qui va être réalisable. Et puis, malgré tout, malgré le fait que ça laisse parfois un peu de rancœur aussi, il faut accepter aussi la critique et c'est aussi grâce à elle qu'on va réussir à améliorer notre produit. Donc, en étant argumenté quand même, s'il vous plaît, mais il faut apprendre à l'accepter. Du coup, un des derniers exemples qu'on a autour de cette problématique de critique, nous, quand on est dans le monde du développement, on a l'exercice de la relecture de code, qui est relativement difficile et parfois mal vécu. Pourquoi ? Parce que finalement, la relecture du code, c'est bien le code qui est critiqué, pas forcément le travail, pas forcément vous, pas forcément vos compétences. Mais ça, c'est pas toujours de cette façon-là que ça va être perçu par les personnes. Et donc, à la fois, il va falloir s'ouvrir aux critiques et à tout ça, mais il va falloir être aussi en capacité de venir apporter des critiques de façon constructive, sans être agressif. Et donc, si on revient un petit peu sur ce que nous a apporté cette épopée très émotionnelle, et ce qu'elle nous a appris, on va refaire un petit panel dessus. Donc, première chose, oui c'est vrai, on est parti de petites phrases marquantes, pardon, qui nous ont un petit peu marqué quand même à un moment donné. Alors, on est parti de définitions qui étaient un peu vagues. On a essayé de creuser. On vous a présenté les créativités de De Graaf pour essayer d'éclaircir notre discours. On a appris à connaître nos contraintes, finalement, dans les différents métiers aussi qui peuvent faire partie d'une équipe. Et puis, on a appris à s'en affranchir au bon moment pour les faire revenir au moment opportun pour l'application, pour le projet ou le produit. On a fait une petite écartade sur la compétence et comment l'évaluer. Est-ce que c'est requis ? Peut-être, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on a voulu aussi apporter un point d'attention sur la subjectivité, particulièrement la subjectivité du beau. Et puis, à travers l'exemple de Don't Panic, on a vu que la créativité qu'on pouvait avoir chacun, elle est encore plus présente quand on a un collectif. Donc, ce projet, ça a été vraiment le moyen d'expérimenter et de voir ça et de nous en resservir par la suite sur des projets plus professionnels, si on peut le dire. C'était très professionnel, Don't Panic. Ouais, on peut. Et puis on voulait aussi finir sur une note assez positive, c'est cette notion d'ouverture, de rester ouvert, que ce soit auprès des outils qui peuvent venir vous aider, mais aussi autour des personnes pour conserver cette posture d'ouverture qui est relativement chère à l'agilité et qui doit nous permettre de mieux travailler ensemble. Donc créatif, oui. Il ne faut pas se brider, ça ne sert à rien, mais il faut savoir quand même canaliser un minimum dans les projets dans les moments opportuns. Et puis, si la créativité, vous trouvez qu'elle n'est pas assez présente dans votre quotidien, un passe-temps, ça peut aussi être un moyen. Un side project comme Don't Panic, ça a été le cas et ça a apporté professionnellement. Ou alors une reconversion ou un projet d'entrepreneuriat.
les possibilités, soyez créatifs, quoi. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver du coup les slides sur le QR code de Droite, gauche. gauche. Et les feedbacks sont bien sûr les bienvenus. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a quelques minutes.